Burkina Faso, les assises préconisent une prolongation de 5 ans de la transition à compter du 2 juillet 2024. Arrivé au pouvoir en septembre 2022, le président Ibrahim Traoré est prié d'ajouter 5 ans dessus. Bien sûr, nous avons entendu les cris d'orfraie des hyènes, des chacals, des hiboux, des charognards, néocolonialistes et impérialistes, qui sont venus avec leur moraline démocratique. Ouh là là, quelle violation des normes démocratiques. Où est la légitimité populaire dans tout ça? On est dans une dérive dictatoriale. C'est incroyable. Mais c'est une monarchie. C'est plus une république, le Burkina Faso. Ça perd l'hypopète. Diantre, sapristi. Nous entendons leurs cris d'orfraie, leurs miaulements d'hyènes. Nous entendons leurs rocailleuses voix grenouillantes. Nous les entendons couiner. Nous entendons piailler, rouspéter. Nous les entendons éructer, s'agiter, s'esbrouffer. Nous les entendons s'encanailler. Et certains même sont en train de se scléroser. Mais de quoi s'agit-il? Mais il s'agit d'une décision du peuple burkinabé, diantre là. Ce n'est pas une décision qui a été prise à Washington. Elle n'a pas été prise à Paris, à Londres, à Berlin, à San Francisco, à Tokyo, à Pékin ou à Moscou. Elle a été prise à Ouagadougou, la décision, par les représentants du peuple burkinabé, dans un contexte important à souligner. Oui, on a risqué l'émeute aux assises. La population burkinabé massivement sortie à Ouagadougou voulait imposer une augmentation de 10 ans de la durée de la transition. Car en effet, combien de pays africains sont dirigés par des truqueurs, des fraudeurs aux constitutions qui ne peuvent même pas construire une centrale solaire? Bon, pourquoi je veux vous en parler maintenant? Je voudrais commencer par dire que tous les cris d'orfraie qu'on entend venus de l'Occident, notamment venus des grands maîtres démocrates occidentaux, nous en Afrique, on n'écoute pas ça. Et je vais vous expliquer pourquoi on n'écoute pas ça. On n'écoute pas ça parce que l'Occident lui-même ne pratique pas la démocratie. S'il pratiquait la démocratie, le roi d'Espagne n'existerait plus. Le roi des Pays-Bas n'existerait plus. Le roi de Belgique n'existerait plus. Le roi d'Angleterre n'existerait plus. Le duc de Luxembourg n'existerait plus. Le prince de Monaco n'existerait plus. Les rois de Suède, de Danemark, de Norvège n'existeraient plus. D'accord? Si la démocratie était véritablement leur paradigme sacro-saint, radical, absolu, pur, que dis-je, angélique, il n'y aurait plus de roi en Europe. Tout le monde aurait coupé la tête au roi, comme les Français la coupèrent lors de la Révolution de 1789. Oui, si la démocratie était le modèle politique occidental de référence. Il n'y aurait pas d'excellentes relations entre les soi-disant démocraties occidentales et les pires dictatures monarchiques du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, avec qui les soi-disant démocrates occidentaux font bel et bien amis-amis, et à laquelle ils n'imposent pas leurs normes démocratiques. Le Qatar, dont l'argent possède la moitié de la capitale française, y compris le club le plus huppé de cette capitale, le PSG, ne ferait pas ami-ami avec les monarques qataris et avec leur argent, si on était soi-disant démocrate. Le Bahreïn, les Émirats arabes unis, tous ces pays-là qui sont tenus par des familles où le principe héréditaire est pratiqué sans honte et avec ostentation. Ces pays ne seraient pas les principaux alliés au Moyen-Orient des grandes puissances, entre guillemets, démocratiques occidentales. Donc, la prédication démocratique, maintenant, ça entre ici. Ça entre ici, dans l'oreille des Africains, ça sort par là. Ça entre ici, clos, ça sort là, fiard. Ça entre ici, clos, ça sort ici, fiard. Il n'y a qu'un Africain décérébré pour écouter vos histoires. Il y a un deuxième thème que les Africains n'écoutent plus quand il est tenu par des dirigeants occidentaux, ce sont les droits de l'homme. Les Africains ont compris que c'était
Les Africains ont compris, les plus avertis le savent. Maintenant, tout le monde est averti. Quand quelqu'un vient te parler des droits de l'homme, il faut lui dire d'arrêter. Nous, en Afrique, nous avons proclamé les droits de l'homme avant les Occidentaux. D'abord, il y a la MAAT, les 42 lois de justice, qui datent d'il y a plus de 4000 ans, en Égypte négro-africaine. Oui. Et à l'intérieur des 42 lois de la MAAT, on compte les 10 lois, les 10 commandements judaïques. Moïse lui-même étant un prince négro-égyptien, qui a transmis les lois de la MAAT au peuple israélite. En 1236, il y a la charte de Kouroukan-Fougan, qui a déclaré les droits de l'homme africain en Afrique de l'Ouest. Et on trouve quantité d'autres textes écrits ou oraux dans l'Afrique ancienne qui déclarent nos droits. Nous savons quels sont nos droits en tant qu'Africains. Personne n'a à nous expliquer cela. Et personne ne peut nous admonester en Afrique au nom des droits de l'homme. Une puissance qui a jeté des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, tuant des centaines de milliers d'innocents, ne peut pas parler de droits de l'homme aux Africains cultivés. Allez parler de ça ailleurs. You bombed 2 towns of Japan, killing hundreds of thousands of people with atomic bomb. You can't teach human rights to any country of this world. After that, America. Let me tell you the truth, straight. You can't. Voilà des gens qui ont bombardé le Vietnam, bombardé l'Irak, bombardé la Libye, bombardé la Serbie, bombardé la Somalie, bombardé tous les pays du monde où on ne fait pas leur cas de volonté. Et ils n'ont pas compté les innocents qu'ils ont tués. Voilà des gens qui soutiennent Israël, qui en est pratiquement 40 000 Palestiniens tués, parmi lesquels des milliers de femmes et d'enfants. Qui peut encore se tenir devant un Africain et dire, alors, au nom des droits de l'homme, on aurait ceci? Non. Nous, les Africains, nous sommes déterminés à nous battre en Afrique contre ceux qui violent nos droits, qu'ils soient noirs ou blancs, bleus ou rouges, verts ou marrons. C'est tout. Mais ne venez pas avec vos déclarations. On s'en fout de vos déclarations. Parce qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus. Parce que nous avons maintenant une mémoire collective longue de l'histoire. Mais l'histoire de l'Occident dans le monde est celle de la violation des droits de l'homme. Et il n'y a jamais eu de réparation pour les grandes violations. La traite négrière, la barbarie, le terrorisme colonial, les barbaries néocoloniales, les coups d'État, les éliminations de dirigeants africains. Il n'y a jamais eu de procès pour cela. Récemment, le président de la Cour pénale internationale a témoigné en Mondovision que des responsables américains lui ont dit que la Cour pénale internationale est faite pour les nègres d'Afrique et pour Poutine. Ah bon? Donc la justice internationale ne concerne pas les Européens blancs, elle ne concerne pas les Américains blancs. Elle concerne les nègres et les slaves. Ah bon? Et ce soi-disant président de la CPI qui s'est même permis de lancer un mandat d'arrêt international contre Poutine. Il ne voit pas l'incongruité. Est-ce que lui peut lancer un mandat d'arrêt international contre Biden? Quand tu ne peux pas, A, il ne faut pas faire non A. C'est le parallélisme des formes qui fait le droit. Tu ne peux pas lancer un mandat d'arrêt international contre Poutine, tu ne peux pas en lancer un contre Biden, ou contre Macron, ou contre, je ne sais, le Premier ministre britannique. Si tu ne peux pas lancer un mandat d'arrêt international contre n'importe quel dirigeant d'une puissance, n'en lance pas contre un seul. Sinon, ce n'est plus de la justice. Le président de la CPI dit que les responsables américains lui ont dit que la CPI est faite pour juger les nègres d'Afrique et des gens comme Poutine. Donc, où est le droit international? Pourquoi vous venez chez nous en Afrique nous parler de démocratie alors que vous n'y croyez pas vous-même? Pourquoi venez-vous nous parler de justice internationale alors que vous n'y croyez pas vous-même? Vous n'acceptez pas d'être jugé par la soi-disant justice internationale que vous avez instaurée. C'est une contradiction performative. Votre pratique est aux antipodes de votre théorie. Il y a là un chiasme, une dichotomie, une rupture principielle entre votre dire et votre faire, entre votre idéal prétendu et votre pratique absolument éperdue. Oui. Donc,
L'Afrique n'écoute plus les incantations et les cris de l'Europe et de l'Amérique à propos de la démocratie. Ils n'ont qu'à se la garder pour eux-mêmes. Ils n'ont qu'à se la garder pour eux-mêmes. Qu'ils la pratiquent déjà bien chez eux et que les 12 monarchies d'Europe se démettent pour laisser des régimes pleinement démocratiques. C'est bien. L'Afrique a une tradition politique et elle peut trouver des valeurs universalisables dans sa tradition politique et bâtir ses institutions et ses états de droit sur cette base. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on rentre au deuxième point. Bon, les Burkinabés disent qu'ils ont besoin que le président Traoré fasse 5 ans. Pourquoi je trouve légitime le choix des Burkinabés? Premièrement, parce que le Burkina Faso est en guerre. Et il n'est pas en guerre contre des djihadistes, des soi-disant personnes qui viendraient imposer l'islam aux Burkinabés. Ce n'est pas vrai. L'Afrique n'est pas attaquée par les djihadistes. L'Afrique est attaquée par des terroristes qui ont été armés par l'OTAN en 2011 pour attaquer la Libye et par la suite envahir le Sahel afin d'imposer le repositionnement militaire des armées de l'OTAN sur le continent africain et ainsi contrôler les matières premières stratégiques du continent africain. Voilà le plan dont l'Afrique est victime. Et maintenant, les paysans africains le savent. Ils m'écoutent. Ils nous écoutent. Ils écoutent les autorités libres du Mali, du Burkina et du Niger qui les enseignent. Qui leur enseignent. Ils écoutent les intellectuels panafricanistes révolutionnaires qui leur donnent l'enseignement de la situation. Les peuples africains écoutent. Et ils savent. Nous ne sommes pas dans une guerre religieuse en Afrique. Et voilà pourquoi le président Ibrahim Traoré a dit que le Burkina Faso était confronté à une guerre de haute intensité. Haute intensité. On n'est pas confronté au djihad, ce n'est pas le djihad. On n'est pas confronté à du simple banditisme, à une guerre de haute intensité. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré dit, je sais que derrière les bandits terroristes se cachent les puissances impérialistes de l'OTAN qui leur donnent l'argent, les armes, le renseignement aérien et la couverture médiatique. Quand vous avez un ennemi de cette taille qui vous attaque, vous ne vous amusez pas à fragiliser votre structure de défense. Vous ne vous amusez pas à fragiliser votre leadership politique. Donc pour moi, la première raison pour laquelle le choix du peuple burkinabé est un choix rationnel, un choix raisonnable et un choix, bien sûr, un choix respectable, c'est que le peuple burkinabé a pris conscience de la nature de l'agression impérialiste qu'il subit et il a compris qu'il doit rester en posture de lutte anti-impérialiste et anticolonialiste. Il ne peut pas se payer le luxe de mettre ses soldats à l'écart. Quand le pays est en guerre, partout sur la terre, sont les militaires qui dirigent. Et vous pouvez vérifier ça en étudiant l'histoire américaine. Chaque fois que les États-Unis sont retrouvés dans une guerre qui menaçait leur existence, ce sont des militaires qui les ont dirigés. Oui! Ils n'ont pas hésité à avoir des militaires élus président de la République des États-Unis, élus président de la Fédération américaine exactement. J'en ai compté 14. 14! 14. Le Mali en a combien? Le Burkina en a eu combien? Même pas 14. Les États-Unis ont eu plus de militaires à leur tête que de civils. Oui, si on compare bien, on trouvera au moins 14 dirigeants qui étaient des militaires. Et quand ils étaient en guerre civile, par exemple, lors de la guerre de sécession, au 19e siècle, les Américains n'organisaient pas d'élections. Il fallait d'abord gagner la guerre. Le peuple burkinabé doit d'abord gagner la guerre. Et elle n'est pas encore gagnée. Puisque c'est une guerre qui se livre dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, en concertation avec le Mali et le Burkina Faso, il faut d'abord écraser le terrorisme et faire reculer les maîtres impérialistes des terroristes. Ils ont commencé à reculer. Ils se replient avec leur base au Tchad, ils se replient avec leur base en Libye, ils se replient avec leur base en Mauritanie, au Sénégal, ils se replient avec leur base au Togo, au Bénin, ils se replient avec leur base en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de s'écarter. Ce n'est pas pendant qu'on les fait reculer qu'on va s'amuser à fragiliser l'appareil de défense en faisant venir un buveur de champagne comme Roch Kaboré, encore à la tête du Burkina. Non!
La situation du pays est trop sérieuse pour qu'on s'amuse avec un président qui va venir inaugurer les chrysanthèmes et faire des phrases que personne ne comprend. Le Burkina Faso est en danger. Il a donc intérêt à consolider son appareil de sécurité et à stabiliser sa hiérarchie militaro-politique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle je soutiens et je reconnais la légitimité du choix du peuple burkinabé, c'est le principe de reconnaissance qui est très cher à la morale africaine. Chez nous en Afrique, quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut être reconnaissant envers lui. Quand quelqu'un a fait du bien pour toi, en Afrique de l'Ouest même, on dit que tu dois envoyer des personnes pour lui dire merci. C'est même pas toi-même qui dois lui dire merci. Tu dois envoyer des gens pour lui dire merci. Vous savez pourquoi en Afrique de l'Ouest, on ne dit pas merci directement? Tu peux dire merci directement, hein, mais ça n'a pas de valeur. Il faut que tu dises à quelqu'un que quelqu'un t'a fait du bien, que tu demandes à ce quelqu'un d'aller dire merci pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que le rappel sauve l'âme. À partir du moment où j'appelle un témoin, que j'envoie dire merci, toute la société sait qu'il y a une relation de reconnaissance entre moi et un tel. Par exemple, toi, tu m'as rendu service un jour, tu m'as prêté ta voiture pour déménager. Vraiment, tu me l'as prêté, je n'ai mis que le carburant, j'ai utilisé ta voiture, j'ai chargé mes bagages, tout ça là, j'ai déménagé. Je t'ai rendu ta voiture sans problème. Je t'ai dit merci, mais ce n'est pas le vrai merci. Le vrai merci commence quand? Si c'est toi, tu t'appelles Kouadio, moi je m'appelle Niamsi. Tu m'as prêté ta voiture pour déménager mes biens. Je m'en vais voir un autre gars, par exemple Koné. Je dis Koné, va voir Kouadio. Il faut lui dire merci de ma part. Pourtant, je sais comment voir Kouadio. Hein. Vous voyez comment l'Afrique est intelligente? La triangulation. La sagesse de la reconnaissance est triangulaire. Écrivez ça. Il faut toujours que les autres soient témoins. Que nous sommes reconnaissants et humbles les uns envers les autres. Quand ton frère te fait du bien, ne te contente pas de lui dire merci. Envoie quelqu'un le remercier pour témoigner du bien qu'il t'a fait. Donc chez nous en Afrique, le merci qui se dit directement là, il n'a pas une grande valeur. Le merci se dit à travers un témoin. Et c'est ce que les Burkinabés sont en train de dire au président Traoré. Le témoin des Burkinabés, ce sont les délégués aux assises. Le peuple était dehors. Le peuple a dit aux délégués, donnez-lui 10 ans. Sinon, on va même vous frapper. Quand vous allez sortir de là, si vous n'avez pas donné 10 ans au capitaine Ibrahim Traoré, nous, le peuple burkinabé, on va vous chicoter. Les délégués ont supplié que, pardon. Même le président Traoré a dit, pardon, ne donnez pas 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. Dites au peuple de laisser donner 5. Oui, on a supplié le peuple burkinabé pour qu'il accepte 5 ans. Parce que c'est le peuple burkinabé qui n'était pas d'accord avec 5 ans. Il voulait 10 ans, même 15 ans, même 20. Vous savez pourquoi? La reconnaissance. La reconnaissance. Et bon, je vous cite Eisenhower. Quelqu'un me demande les noms de militaires américains. Truman était un militaire. Eisenhower était un militaire. Même Washington était un militaire. Oui, allez vérifier leur histoire. Allez regarder Ulysses Grant. Ce sont des militaires. Ils sont nombreux. Je viens de citer Truman. Je cite Dwight Eisenhower. Voilà, allez voir. Quand je vous dis mes choses là, j'ai les preuves. Hein. Je ne m'amuse pas à dire n'importe quoi aux Africains. J'ai tellement de respect pour ma patrie africaine. Je reviens à ce que je vous disais. C'est par reconnaissance que les Burkinabés demandent au président Traoré de prolonger de 5 ans la transition. Pourquoi? Parce que de tous les dirigeants burkinabés, il est celui qui a affronté sincèrement la question sécuritaire. Je recommence. C'est par reconnaissance que les Burkinabés ont envoyé des délégués donner 5 ans minimum de plus au président Traoré. Il voulait même 10 ans. Pourquoi? Parce que de tous les présidents, depuis la mort de Thomas Sankara, seul Ibrahim Traoré a affronté clairement la question sécuritaire. Depuis la mort du président Sankara, le président Compaoré a voulu sécuriser le Burkina Faso en négociant avec les terroristes. En étant le médiateur entre les terroristes et les pays voisins dans lesquels les terroristes sévissaient. Voilà comment Al-Qaïda, Ansar Dine, etc. venaient dormir à l'hôtel Laïko à Ouagadougou.
Blaise Compaoré, quand il était président, sécurisait le Burkina par des méthodes indirectes. C'est-à-dire, en accordant le gîte et le couvert aux chefs des organisations terroristes, il obtenait en retour que le territoire burkinabé ne soit pas attaqué. Donc, il n'a pas réglé le problème de manière frontale. Tous ceux qui sont venus après ont été à la fois incapables de combattre les terroristes et incapables de maîtriser les terroristes. Parce que Blaise Compaoré, lui, il maîtrisait un peu les terroristes. Il leur disait, ah non, vraiment, si vous faites ça ailleurs, ça va, mais ici, non. Tous ses successeurs, un, ils ne maîtrisaient pas les terroristes, deux, ils ne pouvaient pas les combattre. Que ce soit la transition de Yacouba Isaac Zida, de Michel Kafando, ou le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, ou le pouvoir de Paul-Henri Sandaogo Damiba, tous ont été incapables soit de maîtriser indirectement les terroristes, soit de les combattre. Ibrahim Traoré est l'homme de la doctrine claire. Il est venu, il dit, je ne négocie rien avec eux. Je ne les héberge plus au Burkina. Et il a dit, avec mon peuple, je les combats jusqu'au dernier. Voilà. Écrivez ça. Nyambou Mamé. Nyambou Mamé. Est-ce que vous comprenez? Le peuple a renvoyé donc l'ascenseur de la reconnaissance traditionnelle africaine à son leader. Le peuple a dit, Traoré, si tu veux même rester président jusqu'à ta mort, il faut rester là. Parce que l'amour que tu nous as montré, c'est l'amour que Sankara nous a donné. C'est l'amour que nos pères et nos mères qui nous ont mis au monde nous donnent. C'est l'amour que nous devons donner à nos enfants. C'est cet amour que toi, notre capitaine président, tu nous as donné. Donc, il faut rester là. Vous avez remarqué, dès qu'il y a une rumeur de coup d'État à Ouagadougou, ce n'est pas l'armée qui sort, hein, c'est le peuple. Quand il y a une rumeur, on dit seulement, oh, il y a quelqu'un qui est fâché, le peuple sort. Pourquoi? Parce que Ibrahim Traoré est clairement connu par les Burkinabés comme étant serviteur de son peuple. Il ne fait pas la politique pour lui-même, il fait la politique pour ses gens. Toutes les décisions qu'il a prises ont pour but de renforcer la sécurité des siens. Et il a remporté des batailles décisives. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième raison. On dit qu'il n'y a rien dans la jalousie. Le monsieur fait bien. Disons que c'est bien. Tu as vu, non? Le monsieur fait bien. Disons que c'est bien. Même si tu ne l'aimes pas, il fait bien. C'est la deuxième raison. Troisième raison, mais nous sommes dans une alliance là, des États du Sahel qui est en train de devenir confédération des États du Sahel. Il faut une cohérence dans l'évolution des transitions de part et d'autre. Vous avez vu la transition au Burkina? Il y a une cohérence là. Donc, les durées de transition des trois dirigeants de l'AES doivent se ressembler afin que nous ayons des résultats convergents puisqu'ils sont en train de construire une confédération. La troisième grande raison pour que la transition soit prolongée dans les trois pays, c'est qu'il faut une cohérence et une convergence pour construire quoi? Pour construire la confédération et bientôt la fédération sahélienne. Il y a des projets importants là. L'unification des forces militaires continue, l'unification de la diplomatie continue, l'unification de l'économie continue. On est en train de travailler dans le Sahel à l'élaboration de la monnaie unique de la fédération sahélienne. Tout ça ne peut pas se faire avec des dirigeants clignotants. On ne peut pas faire les grandes réformes structurelles de l'indépendance sahélienne avec des dirigeants clignotants. On ne peut pas prendre le risque de voir un renégat s'asseoir à nouveau dans un palais alors qu'on est en train de construire la confédération là. Les peuples ne veulent pas de mouvements cosmétiques à la tête de l'État. Parce que les peuples veulent la sécurité, les peuples veulent la monnaie souveraine, les peuples veulent la diplomatie concertée, les peuples veulent le passeport sahélien, les peuples veulent la puissance sahélienne, les peuples veulent la construction des centrales nucléaires sahéliennes, la construction des centrales solaires sahéliennes, les peuples veulent l'Internet sahélien, les peuples veulent l'exemplarité mondiale de la puissance sahélienne. Les peuples veulent la résurrection africaine. Non, on ne peut pas s'amuser là
à faire venir des individus ouya-ouya à la tête de nos républiques uniquement parce qu'on veut participer à un rituel creux auquel les rois d'Espagne, de Belgique, les rois de Danemark, de Suède, des Pays-Bas, les rois de Monaco ou de Luxembourg, ben, eux, ils ne participent pas à ça. Pourquoi ils ne participent pas à ça? Et on veut nous emmerder. L'élection n'est pas une fin en soi. Il faut qu'elle ait un sens. Et il faut qu'elle se déroule dans un contexte où ce sont les valeurs sociétales de la communauté concernée qui sont en jeu. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles je n'ai aucune difficulté à saluer, à applaudir et à soutenir la prolongation de la transition burkinabé. Et je peux vous annoncer, sans risque de me tromper, qu'on aura une prolongation comparable, eh bien, au Niger. Écrivez ça. On a eu une prolongation comparable au Mali. On a eu une prolongation comparable au Burkina. Écrivez. Le Niger, le peuple nigérien, je le sais. Il est au courant. Il voit dedans. Le peuple nigérien va prolonger. Les délégués du peuple nigérien vont prolonger. Au nom de la reconnaissance et pour la construction de la fédération, le peuple nigérien va prolonger le président Tchani. Mais alors, je conclus ce sujet en disant, qui est fâché? Je dis, oh, j'ai ma démangeaison dans mon dos. Je me gratte. Pourquoi ça t'énerve? Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.